Bonjour Caroline et merci d'être avec nous aujourd'hui, d'avoir accepté mon invitation. Bonjour. Donc toi, tu es député, tu sièges dans le groupe La France Insoumise et tu es membre de la gauche républicaine et socialiste depuis 2019. Moi, Mm. ma première question, elle est sur ton expérience que tu as vécue ces dernières semaines, puisque il faut expliquer aux gens, avant d'être député, tu étais aide-soignante, c'est ton premier métier. Et comme de nombreuses personnes qui avaient fait le choix d'une autre voie professionnelle ou un engagement, tu es revenu dans ton lieu de travail pendant le confinement. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça s'est passé, ce que tu as ressenti, comment tu l'as vécu et le regard des autres, s'il y a eu un regard différent du fait de ton poste de député? Ouais, donc comme tu l'as bien dit, Thomas, alors déjà merci pour l'invitation. Euh, Comme 32 000 personnes, en fait, quand la crise a commencé, je me suis inscrite sur la réserve sanitaire. Ça, il faudra revoir parce que en fait, cette réserve sanitaire, elle n'a pas bien fonctionné. Ça a été super compliqué. Donc, moi, j'avais l'avantage d'avoir 2 rendez-vous par semaine avec tous les autres élus et le CHU et l'ARS. Donc, j'ai pu directement répondre au directeur du CHU qui se plaignait de manquer de personnel en lui disant que bah, moi, j'étais dispo et que je voulais aider. Et donc, du coup, j'ai pu intégrer le CHU plus facilement parce que j'étais en relation directe avec lui. Mais ça n'a pas été simple pour tout le monde de pouvoir aller aider. D'autant plus que voilà, il y a quand même des soucis avec la réserve sanitaire, mais ça on en reparlera une autre fois. Donc je suis allée travailler en réanimation Covid de nuit. Donc en fait j'avais deux exigences en tant que députée. Je voulais absolument travailler la nuit pour pouvoir gérer les affaires courantes de député après m'être reposée le matin. Et je voulais travailler dans une équipe dite, entre guillemets, et vraiment des gros guillemets, surdotée. C'est-à-dire que la nuit, quand on est en secteur, par exemple, on est une infirmière, une aide-soignante. Et voilà, moi, à l'hôpital, ça faisait quand même 9 ans que j'avais pas fait. Et je voulais pas me retrouver seule dans une chambre en oubliant un protocole et paniquer. Donc, je voulais être dans un service où j'étais sûre de trouver un collègue rapidement si j'ai oublié un geste. Donc, je me suis retrouvée en réanimation Covid. Donc l'accueil a été très bon parce que personne ne me connaissait, personne ne savait qui j'étais, encore moins que j'étais députée. Les nuits étaient super chargées, donc on n'a pas pu forcément discuter rapidement. Bon, après, ça s'est su que j'étais députée, mais mes collègues étaient super dépolitisés, donc ils ne savaient pas trop ce que c'était, à quoi ça servait. Donc après, bon, on en a discuté de temps en temps, mais ils ont complètement mis de côté cette étiquette, entre guillemets, de députée. Pour eux, j'étais leur collègue aide-soignante et j'ai eu un super accueil et ils m'ont formée parce que bah, l'AREA, c'est vraiment une grande technicité. Voilà, on ne s'improvise pas personnel de réa, quoi. Donc, ils ont été super avec moi, parce qu'ils m'ont formée, ils m'ont montré des gestes que je ne connaissais pas. Essayer parfois prendre 20 minutes avec moi pour bah, ne plus perdre de temps après, quoi. Donc voilà, c'était un super accueil, mais voilà, totalement dépolitisé. Donc j'ai pas eu un accueil exceptionnel parce que j'étais députée où il n'y avait pas de crainte en se disant ah, on a Caroline Chad qui arrive, non, ils ne me connaissaient pas. D'accord. Et justement, depuis que tu as été élu député, tu as beaucoup alerté sur ces questions, sur les questions de santé, sur la question de la prise en charge de ce qu'on appelle les anciens, sur la question des EHPAD. Et on voit qu'au travers de cette crise sanitaire, la situation des EHPAD a été catastrophique avec des milliers de morts, et souvent dans des conditions absolument affreuses. Et quand on lit les témoignages, ça glace un peu le sang. Est-ce que cette situation, elle était prévisible au regard des alertes qu'il y avait déjà eu, ou est-ce que, comme Emmanuel Macron a tendance à le dire un peu partout, elle est d'une telle ampleur aujourd'hui que, quoi qu'on ait fait, en réalité, on n'aurait pas pu l'absorber? Non, mais je pense qu'il ne connaît pas ce qui se passe dans les EHPAD. Nous, en 2018, quand on a sorti notre rapport, on avait déjà expliqué que la situation, elle était accablante dans une période dite normale. Donc forcément, avec une crise par-dessus, c'était évident que ça allait se transformer en une hécatombe. Donc c'est juste aberrant les réponses qu'on peut entendre, que ce soit de Macron, d'Édouard Philippe, enfin on a l'impression qu'ils sont totalement hors sol, quoi. Quand on dit en 2018 qu'on maltraite les résidents, alors qu'il n'y a pas de crise, alors que la situation est dite normale, entre guillemets, on se doute bien que le moindre grain de sable comment,
dans l'oreillage, dans le grenage, pardon, je suis fatiguée. Ça va tout perturber. Donc, moi, quand j'entends Édouard Philippe dire qu'on n'a pas le droit de dire qu'ils ont pris du retard, mais si, un rapport a été rendu en 2018 sur la situation des EHPAD. Ils n'ont rien fait, si ce n'est s'empresser de commander de nouveaux rapports pour faire oublier le rapport Fiat-Ibora. Ça n'a pas marché, hein. C'est la seule chose qu'ils aient faite. Nous vendre leur fameux projet de loi grand âge et autonomie. Vous allez voir, on va vous vendre du rêve. Ça devait arriver. Alors, c'était fin d'année 2019. Après, c'était premier semestre 2020. Après, c'était à la rentrée 2020. Et moi, dès le projet de loi de financement de la sécurité sociale en 2019, j'avais accusé Agnès Buzyn de faire que de la communication, parce que dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale, il y avait 0 € sur grand âge autonomie. Donc, c'était quand même bizarre. Un super projet de loi sur le grand âge autonomie, 0 €. Et moi, sur le ratio minimal soignant-résident, et j'appuie bien sur le soignant-résident, là, actuellement, en France, on est à 0,22 soignants par résident. Et nous, on demandait à passer à 0,6 soignants par résident au minimum. Ça coûtait 8 milliards d'euros. Donc, ce genre de ligne, je pense que je l'aurais vu dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Enfin, bref, ils font de la com comme d'habitude. Sauf que là, ça se transforme en hécatombe, en nombre de morts impressionnantes. Et moi, j'ai trouvé désespérant qu'il faille attendre des jours et des jours pour que soient comptabilisés ces morts dans les EHPAD. On ne change pas, on n'arrive pas à faire changer ces mentalités. C'est pas parce qu'on est dans un EHPAD et c'est pas parce qu'on est âgé que notre mort ne compte pas. Moi, j'entends des gens dire bon, bah, il est décédé à 88 ans, il a eu une belle vie. Alors, ok, peut-être que décédé à 88 ans, psychologiquement, c'est moins grave que de décéder à 40 ans, effectivement. Mais enfin, moi, je suis désolée. On connaît des gens qui ont 94 ans, 95 ans, qui vivent très bien. Et peut-être que cette personne qui est décédée à 88 ans avait encore 2 belles années de vie devant elle. Voilà, enfin, ça reste des êtres humains, je suis désolée. Et on a vraiment un problème en France avec nos aînés, avec la vieillesse. Et ça, il faut vite corriger parce que ça devient de plus en plus abject. Justement, tu as évoqué la date de 2018. On avait eu à l'époque un mouvement historique dans les EHPAD, puisque ce genre de personnel-là, on n'a pas l'habitude de les voir dans les mobilisations sociales, pour être tout à fait transparent. On avait vu ces visages, et notamment de nombreuses femmes, puisque c'est un public très féminin qui était descendu dans la rue, pour exiger plus de moyens, plus de dignité, d'être pris en considération et en fait, de pouvoir faire leur travail décemment. C'est ce que tu as expliqué, que les personnes âgées, elles ont aussi droit à finir leur vie dans de bonnes conditions. Mais pour bien regarder ce qui se passe, c'est que moi, j'ai un peu regardé dans les anciens discours. Déjà à l'époque, Dominique de Villepin, il proposait un ratio qui était sur le soignant résident de 8 pour 10. Emmanuel Macron, tu l'as dit, il parlait d'une loi grand âge et il proposait de tendre vers un ratio qui allait de plus en plus être important. Tu peux nous parler aujourd'hui des conditions de travail de ces gens-là dans les EHPAD, parce qu'en vérité, c'est là aussi il y a une chape de plomb et à part quelques personnes qui montent au créneau, on a l'impression qu'il y a une espèce de silence là-dessus et que c'est un peu tabou d'en parler. Alors, ce qu'il faut savoir, parce que les chiffres, c'est toujours… là, actuellement, on est à, je disais, 0,22 soignants par résident. Moi, il faut bien faire attention, parce que quand on vous parle de personnel, ça compte les cuisiniers, l'agent administratif, les directeurs. Tout le monde est important. Attention. Mais moi, quand je parle de soignants, c'est bien au pied du résident. Et donc, actuellement, en France, on est à 0,22 soignants par résident, c'est-à-dire environ 30 minutes de soins par 24 heures, par résident. Donc, nous, on disait qu'il fallait un minimum, parce que ça coûtait déjà 8 milliards, donc je m'étais dit, en demandant peu et en disant un minimum, on arriverait quand même peut-être à avoir, c'était de tripler, c'est-à-dire de passer à 0,6. Mais ça représente qu'1 heure et demie de soins par résident. Donc, 1 heure et demie, si tu comptes la toilette protocolaire qui fait 25 minutes, les 3 aides alimentaires et les 4 à 6 changes, on est déjà à 1 heure et demie. Donc, tu vois, c'est vraiment le minimum. Là-dedans, tu n'as pas, je sais pas, l'animation, les discussions, faire déplacer la personne. Enfin, tout ça, tu vois, c'est pas dedans. Donc, tu vois, c'est vraiment remettre à flot. Et passer à ces 0,6 soignants par résident,
ça fait 210 000 embauches d'aides-soignants et d'infirmières. Donc, c'est 8 milliards d'euros, ça fait très cher, mais c'est 8 milliards d'euros la première fois. Parce qu'en fait, 210 000 personnes qui viennent travailler, c'est 210 000 personnes qui ne sont plus au chômage, et c'est 210 000 personnes qui, du coup, en travaillant, vont cotiser, et du coup, s'autofinancent. Bien sûr. Donc, ça coûte 2 ISF. Enfin, deux années d'ISF. Donc, tu vois, c'est largement finançable. Moi, quand j'entends qu'il n'y a pas d'argent magique, moi, mon truc, il est financé. Et après, et en plus, 210 000, je l'avais dit avec ironie, mais c'est dommage qu'on n'ait pas 210 000 personnes au chômage dans notre pays, quoi, parce que, tu vois, on trouverait des solutions. Et voilà, on entend personne ne va aller travailler dans les EHPAD, mais rien que ça, rien que mettre ce ratio minimal, ça donnerait envie à tout le monde d'aller travailler dans les EHPAD. Pourquoi notre métier ne donne plus envie? Parce qu'on maltraite nos résidents. Et franchement, se lever le matin pour aller maltraiter nos résidents, il faut avoir envie, quoi. Donc forcément, on veut que nos salaires soient revalorisés aussi. Mais je pense qu'en priorité, ce qu'on veut, c'est traiter dignement nos résidents. On veut pouvoir s'occuper bien de nos résidents. On veut rentrer chez nous en se disant voilà, aujourd'hui, je n'ai pas fait de la merde, quoi. Aujourd'hui, je me suis bien occupée de Madame Machin. Monsieur Machin était tout content. J'ai rasé Monsieur Machin. Enfin, on veut s'occuper correctement de nos résidents. Voilà, on n'est pas en train de serrer des boulons sur des moteurs. On s'occupe d'êtres humains. On s'occupe des parents et des grands-parents d'autres personnes. Enfin, donc, voilà. Mais on sent bien qu'il y a ce qui transpire dans ton discours, c'est la question de l'humain et de prendre soin de ces gens-là. Et justement, on a vu une décision qui a été un peu scandaleuse. J'aimerais avoir ton ressenti sur le moment quand tu as découvert que le groupe Corian, qui est quand même un mastodonte du secteur, et où la directrice générale, qui est une ancienne d'ailleurs de la SNCF, elle avait déjà cassé une partie du service public ferroviaire avant de passer dans le groupe Corian, avait annoncé qu'elle continuait à verser des dividendes par million aux actionnaires. Alors que quand on lisait la presse, moi j'avais découvert qu'on ne pouvait pas donner de pain au chocolat parce que ça coûtait 10 centimes, enfin, c'était trop cher, des sommes dérisoires. Et quand on sait le prix que coûte un hébergement dans un EHPAD, c'est quand même pas à la portée de tout le monde, en plus, dans certains territoires, qu'est-ce que tu as ressenti quand le groupe coréen a... Bon, finalement, ils ont reculé parce qu'il y a eu un tel tollé, mais qu'est-ce que tu as ressenti quand il y a eu cette annonce de versement des dividendes possibles aux actionnaires? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, avec Corian, j'ai une grande histoire. C'est qu'ils m'ont jeté quelques mois avant que je sois élue députée. Je travaillais dans un groupe, je travaillais pour Corian. Et il ne faut pas l'ouvrir chez Corian, c'est pas très bien vu quand on est salarié chez eux. Et forcément, tout le monde connaît un peu mon caractère, je la fermais rarement. Donc, du coup, j'étais salariée chez eux, ils m'ont jeté parce qu'ils font ce qu'ils veulent. Donc, moi, quand même, j'ai travaillé 3 ans chez eux avec un contrat à durée déterminée à terme imprécis. D'accord. Ah ouais, mais ils font ce qu'ils veulent. Et du coup, ils le terminent comme ils veulent. Donc, c'est-à-dire que si tu l'ouvres de trop, t'es jeté. Donc, moi, dans le rapport EHPAD, donc ça, Monique Iborra de la majorité ne m'avait pas suivi dans cette préconisation, j'interdisais tout bonnement les EHPAD privés lucratifs. Ce qu'il faut savoir, et j'aime bien prendre cet exemple parce qu'on nous balance souvent Cuba, Venezuela, tout ce qui se termine par A. Et moi, j'arrête pas de parler du Danemark et des Pays-Bas. Tu vois, c'est des pays très gauchos, tout le monde le sait. Chez eux, c'est interdit. Tu ne peux pas avoir des EHPAD privés lucratifs. Il y a des EHPAD privés, comme chez nous, tu vois, style associatif, mais tu ne peux pas te faire de l'argent sur des êtres humains. Et quand on leur a dit que chez nous, on avait des EHPAD privés lucratifs, je parle des Pays-Bas et du Danemark, tu vois, le plus libéral, tu vois, le côté libéral, ils étaient outrés en se disant, vous gagnez de l'argent sur des êtres humains. Et oui, mais eux, toi, chez eux, c'est interdit. Donc moi, il faut interdire ça. Tu ne peux pas gagner de l'argent sur des êtres humains. C'est juste scandaleux. Et aux affaires sociales, la commission des affaires sociales, il y a des binômes qui ont été mis en place pour surveiller ce qu'a fait le gouvernement là pendant la crise. Donc, je recommence avec Monique Iborra sur le médico-social. Et donc, le même jour des annonces de Corian, on auditionnait les fédérations d'EHPAD, dont le CINERPA. Donc, le CINERPA, c'est la fédération qui représente Corian, Orpea, tous les gros EHPAD privés lucratifs et les petits. Donc, on s'est fait plaisir quand même pendant cette audition avec Pierre Daréville. Nous étions que deux à se faire plaisir. Et donc, nous avons interrogé la représentante du CINERPA pour lui, qui, elle, était, par rapport aux autres,
très demandeuses envers l'État. Ils voulaient de l'argent, ils veulent des masses. Alors, eux, ils savent demander hein, par rapport aux autres. Alors, eux, ils savent demander. Et donc, avec Pierre Dharréville, on lui a demandé si ça allait, si ça ne la dérangeait pas trop de demander plein de trucs, mais qu'en même temps, que Corillan puisse donner 54 millions d'euros de dividendes. Elle n'a pas répondu et donc, rendons à César ce qui est à César, parce que c'était assez étonnant. La présidente de la commission, Brigitte Bourguignon de la majorité, a quand même insisté auprès de cette représentante de Synerpa pour qu'elle réponde à la question de Pierre et la mienne. Et donc, du coup, elle s'est retrouvée super mal. Elle a été obligée de dire qu'elle était contre cette décision de Corillan. Et bizarrement, le soir, Corillan faisait marche arrière. Et pour la première fois, le Synerpa et Corillan se sont sentis obligés d'envoyer un mail à la commission des affaires sociales. Et quand on les connaît, c'est très, très rare qu'ils se sentent obligés de se justifier auprès des députés. Donc, voilà. Mais après, il faut vraiment surveiller comme le lait sur le feu ce qu'ils vont faire de ces dividendes cette année. Je ne leur fais pas du tout confiance. Là, il y a 54 millions. Moi, je les invite, 54 millions, à revaloriser les salaires, à peut-être voir avec les familles qui ont des arriérés qui n'ont pas réussi à payer, à leur dire, écoutez, on annule les dettes, on a 54 millions, on peut vous faire plaisir. Peut-être à pouvoir donner des petits pains au chocolat supplémentaires et puis à faire une orgie de jus d'orange de qualité. Enfin voilà, ils ont 54 millions d'euros, donc maintenant je vais guetter à ce que les salariés aient du matériel, à ce qu'ils aient au moins une grosse prime, si ce n'est une revalorisation de salaire, et que les familles voient quelque chose arriver. Donc, on voit bien que cette crise, elle a aussi mis en lumière la question de la dépendance que beaucoup de personnes portent, mais que politiquement, on n'a pas apporté de réponse concrète depuis des années. Et si on regarde les chiffres, on voit que ça sera peut-être 2,5 millions de personnes en 2060. Et j'ai même vu le chiffre de 5 millions de personnes de plus de 85 ans en 2050. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelles décisions politiques et quels choix il faudrait mettre en œuvre pour qu'on ait une politique de prise en charge et de la dépendance qui soit de qualité? Alors déjà, il faudrait suivre mon rapport, il est bien mon rapport, parce que les préconisations étaient pas mal. Il faut alors, travailler sur le domicile, c'est important parce que c'est vrai qu'on reste de plus en plus longtemps à domicile, mais moi j'en ai marre d'entendre que il faut tout miser sous le domicile, que tout le monde veut rester à domicile et que limite il faut arrêter les EHPAD. Moi, c'est totalement faux. Je prends toujours le même exemple. Mais si demain, aujourd'hui, tu vas au restaurant, ok, tu vois bien comment les restaurants t'accueillent. Si à partir de demain, tu as moins de personnel et que demain, le restaurant décide de ne plus nettoyer ni les assiettes, ni les couverts, ni les verres. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un nouveau client arrive, tu bouffes dans l'assiette avec les couverts de l'autre. C'est horrible, c'est dégueulasse, mais c'est l'exemple. Mais qu'il y a une telle demande, c'est que les gens vont y aller. Et que à chaque fois qu'il y a un nouveau gouvernement, au lieu de mettre du personnel pour pouvoir laver la vaisselle, on dit allez, on achète de la nouvelle vaisselle, mais qu'on recommence ce même système. Bon, tu vois le truc. À un moment donné, si je te demande, est-ce que tu préfères manger chez toi ou aller au restaurant? Tu vas me répondre quoi? Manger chez moi. Voilà. Donc non, les gens ne veulent pas forcément rester à domicile ou rester seuls à domicile. Les gens veulent vieillir super bien. Donc si demain, l'EHPAD idéal, c'est-à-dire l'EHPAD de Caroline Fiat, que j'ai dans ma tête, qui est très bien fait, comme il en existe déjà, hein, attention, j'ai vu des beaux exemples en France, permettent aux gens d'être épanouis, d'avoir du personnel autour d'eux, d'avoir des kinés, d'avoir des animations, d'avoir, je sais pas, le lundi des séances de gym, le mardi une chorale, le mercredi, enfin, tu vois, toute une vie autour, de pouvoir sortir, de pouvoir aller au, tu vois, de pouvoir vivre ensemble, mais ils vont aller dans ces EHPAD. Sauf que là, quand tu vois la situation des EHPAD, évidemment que personne ne veut y aller et que tout le monde préfère rester à domicile. Donc déjà, la première donnée, là, elle est faussée parce que la situation est catastrophique. Je pense qu'il faut aussi travailler dès maintenant sur nos constructions de maisons, d'appartements. Enfin, quand tu vois que la loi, oh ça y est, j'ai un trou, tous les appartements devaient être accessibles aux personnes handicapées.
et la loi Elan. Et maintenant, avec leurs bêtises, c'est limité à 10% des appartements. C'est stupide. Il faudrait désormais que tous les appartements, toutes les maisons qui sont construites soient faites et réfléchies pour quand on vieillit. Moi, quand on a été acheter ma maison avec mon mari, enfin, il se foutait de moi, mais ça, c'est des formations professionnelles, j'ai regardé, est-ce que je peux vieillir dans cette maison? Est-ce qu'un fauteuil roulant passe ou quoi que ce soit? Tout le monde s'est foutu de moi, mais tu vois, quand mon mari s'est cassé le genou l'année dernière et qu'il s'est retrouvé en fauteuil roulant, ben, il était bien content de voir que le fauteuil passait partout et que j'avais regardé 2, 3 trucs. Tu vois, tout ça, ça se prévoit. Et c'est pas tabou quand on a 20 ou 30 ans de s'imaginer, mais quand je serai vieux, ben, est-ce que j'ai la place d'un lit médicalisé? Est-ce que tout ça, ça se prévoit. Les douches avec des marches comme ça, ben non, c'est pas logique. Donc tout ça, tu vois, ça se prévoit pour rester le plus longtemps à la maison, pour pas que ça coûte beaucoup d'argent quand tu arrives à 70 ans et puis que justement tu es en retraite et puis que des gens comme Macron sont passés puis que tu n'as plus une thune. Voilà, donc tout ça se réfléchit tout au long de la vie et aucun gouvernement l'a fait. Parce que la vieillesse, c'est comme la mort, c'est tabou. Mais non, c'est juste la vie normale, quoi. Et tout le monde espère vieillir, et tout le monde espère vieillir bien, mais tu peux aussi avoir des accidents de la vie, comme à 40 ans, un genou en moins, et tu te rends compte que c'est pas simple. Donc voilà, il y a plein de choses à faire, et ça coûte pas des milliards et des cents, c'est juste du bon sens. Mais il faudrait juste écouter, arrêter d'écouter les professeurs, les médecins, ils sont importants, mais des fois les aides-soignantes, elles ont plein de bonnes idées. Je vois que tu as plein de bonnes idées, j'espère qu'ils vont les entendre parce que c'est pas faute d'avoir alerté. Mais ma dernière question, elle va être sur la gauche. C'est un éternel débat qui anime et on voit qu'en ce moment, il y a beaucoup de discussions, de tribunes qui sont signées par les uns et les autres. Et la question du rassemblement, elle est encore une fois posée et peut-être avec plus de force que d'habitude. Il y a Guillaume Ballas, qui est le responsable de Génération, qui avait parlé ici de faire une initiative commune à la rentrée, une espèce d'université d'été de toutes les forces progressistes, puisqu'on sait bien que cet été, il n'y aura rien. Julien Bayou, qui est le secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts, a repris cette proposition dans les colonnes de Libération. Qu'est-ce que tu penses d'avoir une initiative commune à la rentrée, si les conditions sanitaires évidemment le permettent, avec toutes les forces politiques, écologiques, syndicales, citoyennes qui veulent construire une autre société? Et moi, je pense qu'il y a des gens, ils essaient de réinventer les choses qui existent déjà, quoi. Donc, c'est toujours un peu embêtant. Alors, je vais te prendre 2 exemples, comme ça, on ne va pas dire que je suis sectaire et enfermée dans mes idées. Exemple numéro 1, l'avenir en commun. Et le mouvement La France Insoumise, qui est un mouvement, un parti qui permet de comment partager des idées qui sont de belles idées, les idées de l'avenir en commun, et de permettre à des gens, donc par exemple du PC, moi je suis députée de France Insoumise et je suis adhérente à la gauche républicaine et socialiste. On peut être dans un parti politique et dans un mouvement qui rassemble les forces politiques de gauche pour enfin faire gouverner nos idées. Et quitte à faire une rentrée populaire, une université tous ensemble, je crois que ça existe déjà, ça s'appelle la Fête de l'Humanité et en plus c'est super sympa, il y a des concerts, il y a des débats, il y a plein de stands. Enfin non, je dis peut-être une bêtise. Enfin moi, je pense pas que ce soit sectaire, tout le monde y est bienvenu. Il y a beaucoup de partis, généralement il y a Ensemble. Enfin, l'année dernière, il y avait le stand d'Ensemble, GRS, le NPA. Enfin, et je le dis parce que cette année, ça doit être ma 20e fête, donc j'aimerais bien qu'elle ait lieu. Alors voilà, donc je ne vois pas pourquoi il faudrait réinventer les choses, elles existent déjà. Donc s'ils veulent faire une grande fête avec tous ensemble, je pense qu'il y a la fête de l'UMA pour faire des débats et aller voir des concerts et pour travailler, enfin plus politique, il y a la France Insoumise en mouvement et l'avenir en commun. Mais merci Caroline et j'espère qu'on pourra se retrouver tous ensemble à la fête de l'humanité pour avoir un moment festif qui nous permettra de sortir de cette période qui est quand même un peu difficile. Merci encore pour ton témoignage et bon courage pour la suite. Merci à toi.